Parce que là, même si c'est sur le port Madoff, est-ce qu'il y a une mise en cause possible? Madoff est dans sa prison là, d'ailleurs c'est le héros dans sa prison parce que tous les autres quand même réussi à leur four. Près de 70 milliards, il est bon celui-là. Bon, c'est quand même ça, hein, quand même, il y a quelque chose qui se renverse. Non, là, dans les à côté de la Terre, là, on a traité, là, depuis, parce que le livre s'arrête au 15 septembre, on a traité un aspect qui est M. Wittgenstein, hein, qui est un autre membre du premier cercle. Et là, on retrouve un gendarme sur le tableau. Oui, bah, c'est le descendant, hein, et on retrouve un qui est le représentant de l'UMP aux États-Unis, et qui ramène de l'argent aux États-Unis. Et en fait, toute cette grande collection de tableaux a été cachée dans des paradis fiscaux, et sa veuve donc, a découvert qu'elle avait été non seulement spoliée, mais que l'État français a été spolié. C'est à peu près, selon les évaluations, 1 milliard 200 à 300 millions d'euros. On retrouve un monde qui est le même, c'est-à-dire qu'il y a du coup des décorations, parce qu'il y a des histoires de Légion d'honneur et des breloques qui se trafiquent, on retrouve des traitements fiscaux, tout ce qui a pu privilégier, qui permettent de fermer les yeux sur cette loi commune. Bref, on retrouve le même dispositif dans un monde qui est un monde, encore une fois, d'apparence, que ce monde-là, j'insiste, si on n'est pas dans le monde des industriels, on n'est pas dans le monde de la création de richesses productives. On est dans un monde très financiarisé, hein, où l'argent appelle l'argent, où il n'amène plus de valeur. C'est aussi une histoire, qui est aussi une histoire d'un pays dont les classes dirigeantes accompagnent la désindustrialisation, vont au plus pressé, c'est-à-dire comment elles vont avoir de la fortune plutôt que de créer de la richesse collective. Je pense qu'il y a beaucoup tu disais, on n'est pas là pour faire la morale, mais on apporte les faits, mais il y a beaucoup de réflexions, comment on disait, de réflexions de philosophie morale, pourrait-on dire, que peut appeler cette affaire. C'est pour ça que c'est un roman inévitable. On a vu les dossiers sur lesquels vous êtes intervenus. Ça veut dire que celui-là, c'est un... En termes de feuilleton, c'est peut-être un peu évidemment malvenu, mais c'est-à-dire que pour l'instant, étant donné que l'affaire elle évolue, mais de manière, c'est plus par épisode très spectaculaire que d'un point de vue strictement judiciaire, puisqu'il y a l'affaire peut-être la mère et la fille, mais c'est ce qui a évolué, ce qui évolue plus. Vous êtes dans une idée de continuer à suivre ce feuilleton, vous considérez que ça y est, elle est lancée et que a priori, non, je ne suis pas semblé, on a fait un peu comme dans une histoire. Pas. Ah, le mariage, voilà, on n'en est pas là. C'est le principe de cette affaire, et c'est en ça qu'elle est monstrueuse sans rien, qu'elle montre tellement et qu'elle pose sur le débat public tellement de questions fondamentales. Et je crois que c'est un peu pour ça aussi qu'elle passionne l'opinion, parce que voilà une affaire qui concentre en elle-même des questions si fondamentales que l'indépendance de la justice, l'égalité, ou plutôt l'inégalité face à la fraude fiscale, la loi fiscale, pardon, tableau de financement politique, la déontologie d'un ministre, les conflits d'intérêts, qui en voit bien maintenant, en plus, c'est pas pénalité, mais le débat travailler sur un peu nous a montré qu'il y a un problème en France avec cette question-là, qui sont des questions qui sont beaucoup mieux appréhendées en Angleterre ou aux États-Unis. Par exemple, aux États-Unis, il y a une campagne qui fait rage en ce moment au Parlement pour des questions, mais à côté de vote, c'est 10 fois plus, si vous voulez. Voilà. Donc je crois que c'est en fait cette affaire qui est une affaire poupée rouge, quoi, voilà. Donc il est hors de question de la défiler. Non, on continue d'aller notre travail depuis 15 ans. Il y a plein de choses qu'on avait écrites dans le livre, mais qu'on a publié après. Mais pour poursuivre, prolonger, tout à l'heure il parlait de président Ouattara, je vais prendre d'autres exemples dans d'autres démocraties, qui montrent que régulièrement les journaux, les journalistes qui sont marqués dans ce cas, révèlent des affaires dont s'empare la justice, pas en général. Là, il y a une caractéristique vraiment unique, inédite, c'est qu'on révèle des choses qui sont inédites, qui sont sans doute délictueuses, donc la justice, on va dire, sans sévir, du moins fait pendant s'en tenir, mais c'est pour geler les investigations, c'est pour ne rien faire. Donc du coup, journalistiquement, c'est encore plus passionnant, encore plus compliqué, mais plus passionnant. C'est qu'on doit continuer, on doit aller au bout, on ne sait pas où on ira, mais on doit aller au bout, sans se soucier de savoir ce que va faire la justice, ou manifestement, on n'a pas envie de faire le contraste avec une affaire qui a lancé les deux Fabrice il y a plus de 2 ans, c'est l'affaire Karachi. L'affaire Karachi, ils ont trouvé un document qui n'était pas un seul humain de justice.
ce document a relancé une enquête judiciaire parce qu'il y a un juge indépendant. Il y a un magistrat instructeur qui s'en est saisi avec un collectif de familles, et du coup, le juge samedi, le terroriste par ailleurs, s'en est saisi. Là, vraiment, moi, sincèrement, moi je suis stupéfait que ça ne suscite pas ce grand scandale. Vous voyez bien quand même l'ébranlement au sein de la justice. M. Nadal, pour être procureur à la Cour de cassation, n'est pas un homme de révolte, c'est un homme de magistrat respecté, respectable. Donc pour que M. Nadal, qui est quand même saisi du dossier pour savoir s'il y a des faits à reprocher à un ministre dans l'exercice de ses fonctions. Donc pour mettre en branle la Cour de justice de la République. Et pour que sa réponse soit non pas de dire il n'y a pas, et de dire mais il y a peut-être, simplement vous avez mal travaillé. Il dit à ses collègues, vous n'avez pas travaillé, je voudrais que vous fassiez les vérifications qui s'imposent. C'est M. Nadal qui... Bon, voilà. Et vous voyez bien que ça ébranle en profondeur l'institution judiciaire. Ça ébranle, de ce que nous savons, en profondeur l'institution policière, où des policiers, quand même, on le voit bien dans certains procès-verbaux auxquels vous avez eu accès, on le voit dans la façon dont les policiers posent des questions. Par exemple, nous avons révélé, sous la plume de Fabrice, ça n'a pas été assez repris, M. Courroy a fait toutes sortes de perquisitions, et dans le cadre d'une enquête préliminaire, je rappelle que sur les perquisitions, on est obligé de prévenir les personnes. Ce sont des perquisitions où, au fond, ce qu'on saisit, c'est bien que ce soit témoin. Dans ces perquisitions, il a saisi le carnet intime de M. Bani. Nous avions appris qu'il y avait quelque chose d'intéressant qui inquiétait beaucoup le pouvoir dans ce carnet intime. Nous n'avons pas eu le verbatim. Et nous l'avons retrouvé, ils l'ont retrouvé, et il est modeste, par un procès verbal où on voit que M. Bani est interrogé à propos de son carnet intime. Dans son carnet intime, il dit, en fait, il raconte les confidences de Mme Bettencourt sur le financement de Nicolas Sarkozy. Et nommément et les policiers ont pris ce risque pour qu'il y ait une trace dans le procès verbal, parce que d'après ce que nous savons, le carnet intime, il est sous scellé fermé, personne ne l'a fait, et il ne sera jamais transmis par M. Courroy à sa collègue terrorisée. Or, c'est un carnet, et on suppose, comme on sait qu'il l'appelle à peu près tous les jours, que toutes les confidences, M. Panier est un habile. Il prend quelques assurances de vie, et il écrit beaucoup de choses, et il laisse des traces. Et donc tout ça est écrit, et tout ça est soulevé. Donc on est devant une affaire de 7 employés où tout a été fait pour la verrouiller à un point quand même que je n'ai pas connu, c'est Fabrice, je pense, qui est la même chose. Je ne crois pas qu'on ait d'équivalent sur des faits aussi parlants. Il y a des affaires qui tâtonnent, etc. Mais là, il y a des faits flagrants, énormes, importants, lourds. Est-ce que, si les questions, c'est pas des remarques, c'est pas manifester, en ce qui concerne justement le poids politique, les conséquences politiques, on va rentrer doucement dans une ère électorale. Commence, voilà. Est-ce que ça peut avoir un impact, un effet accélérateur? Est-ce que vous mettez là-dessus en vous disant, mais il va bien y avoir un débat politique sur cette question, ou vous dites qu'au contraire, ça va peut-être être neutre en matière de... Parce que là-dedans, on va toucher le financement, on va toucher les candidats, on va toucher une organisation. Vous pensez que ça peut être un élément qui peut affecter un sentiment, justement, la force de s'engager dans cette histoire, de se dire... Au contraire, on va dire, bon, allez, on passe à autre chose, le silence de la procédure, et on aurait peut-être pu attendre un peu plus dans une réaction politique qu'une personne dans son avis personnel, j'ai trouvé ça assez public, ce qu'on a révélé cette affaire de la France à elle-même, de la République à elle-même. Bon, en période électorale, est-ce que les gens vont s'en emparer? Oui, c'est ça, on va en tout cas poser des questions. On peut se dire, voilà, c'est l'occasion de la rénovation, ça, il y a des responsables, je crois, ça renvoie à ce que disait Fabrice. On a vécu ça dans deux affaires, c'est plein
On a un vrai problème de culture démocratique en France, d'écosystème démocratique, qui atteint tous les acteurs, y compris nos professions, parfois, qui fait que des réflexes naturels, c'est-à-dire s'il y a des faits, le problème n'est pas de se dire je n'exploite pas politiquement une affaire. Si ces faits posent un problème par rapport aux lois républicaines, ils doivent être éclaircis, sanctionnés. Moi j'ai compris ça très tôt, au moment de l'affaire Greenpeace en 1985. Ça concernait la gauche. On révèle, au bout de 2 mois d'un poker menteur mondial, toute la presse internationale était à Paris, on révèle que le président de la République française a menti au monde entier. On révèle qu'un feu vert a été donné pour que les services secrets français fassent exploser, coulent, dans un port d'un pays allié, qui en plus avait un gouvernement travailliste de gauche, le navire amiral d'un mouvement écologiste, qui au passage mentionnait la mort d'un photographe, et que donc c'est bien l'État français qui a commis cet attentat contre une démocratie. On révèle ça. C'est confirmé. Quelques jours après une révélation qui font tomber le château de cartes du mensonge, le nouveau ministre de la Défense dit que c'est confirmé, tout ça est confirmé. Nous sommes dans un pays où, alors que tout ça est confirmé, il n'y a pas eu de commission d'enquête, il n'y a pas eu d'éclaircissement. La presse a fait son travail, il s'est passé des démissions du ministre de la Défense et du chef du service secret, il n'y a rien eu d'autre. Rien eu d'autre d'ailleurs. Ce qui est même pas un rapport d'enquête, même pas voilà, tous les documents rendus publics, etc. Parce que c'est le président, parce que c'est le cœur. Imaginez les États-Unis par rapport à la guerre secrète contre le terrorisme, au-delà du débat politique, tout ce que l'on sait aujourd'hui, tous les mémos qui sont publics, les prisons secrètes, la torture, etc. Tout ça dans les temps réels, et ça n'est même pas 20 ans. Donc, voilà, on a quand même un immense problème dans le journalisme, quand il est un peu audacieux, témoigne par son audace, mais qui est un problème qui ne concerne pas que le journalisme, c'est un problème immensément grave sur l'équilibre de notre démocratie et dont profite d'autant plus une présidence qui n'a pas le sens du tout de précaution, ça veut dire, c'est un euphémisme, et qui est prêt vraiment à toutes les audaces pour se protéger. Et là, je crois que c'est un problème, c'est peut-être une des réponses, c'est que je crois que toutes les familles politiques gouvernementales acceptent l'état de ce système, acceptent que le parquet ne soit pas indépendant, que le Parlement n'ait pas de pouvoir d'enquête plus approfondi, et sincèrement, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que nous, on est un petit moustique face aux éléphants. Je présente juste Sophie Dufaux qui a réalisé le livre, parce que là, toutes les enquêtes qui étaient un peu l'éditrice à Mediapart, Stéphanie Chevalier, une petite chose qui est là, et Sophie a organisé tout ça. Bon, on a fait ce livre aussi pour ça. On a fait ce livre pour se dire, parce que nous, notre métier est numérique, c'est un journal numérique, on a fait ce livre pour se dire, tiens, bon, il faut que tout le monde prenne conscience de combien tout ça nous pose un problème auquel vous posiez la question, on a fait le cheminement, on a créé Mediapart, on continue, on fait cela. Mais par moments, moi je suis voilà, j'aurais dit que ça bouge un peu plus quand même. Et ce qui est intéressant aussi dans l'ouvrage, c'est qu'il y a le récit de la presse, la saga, je ne sais pas comment on appelle ça. Et ce qui est intéressant, c'est le choix d'avoir analysé, ou en tout cas d'avoir conduit après le micro à des études universitaires, celles qui permettent de poser des sujets en termes froids, mais en tout cas techniques. Voilà, techniques. C'est-à-dire, voilà, on n'est pas dans l'académique, on n'est même pas dans le chêne Madame de Cancun qui dit et qu'on ne votera pas l'enregistrement, on n'est pas dans l'épiphénomène, la passion, merci, on est dans l'institutionnel. Et c'est vrai que on a l'impression